Non, c'est jamais. Tu veux partir? Je vais te lancer, hein, je vais te lancer. Alors, Monsieur André Tilleux va nous lire un discours. Je vous demande donc de faire un petit peu de silence. Je sais que c'est compliqué pour certains, mais l'heure est grave. Chers artisans des lettres et du music hall, chers amis, le sujet en vaut la peine. Allons-y à la manière de Cicéron, en réfutant le principal des préjugés. Une plaque commémorative, Brassens n'eût pas aimé ça. Eh bien, pas d'accord. Pas d'accord du tout. Certes, il eût bougonné, rigolé dans sa moustache, sorti quelques mots un peu énergiques, mais au fond de lui-même, il eût savouré l'intention et l'événement. Il aimait être aimé, comme tout un chacun. On a beaucoup parlé de la pudeur de Brassens, avec raison. Elle est une des dominantes de son art et de sa personnalité. Mais ce sentiment rare, la pudeur, on l'a rarement utilisé comme grille pour décoder, comme on dit aujourd'hui, ses déclarations publiques et privées. Quand Georges l'achète à brûle-pourpoint et face à l'intéressé, ce con de Gibraltar, ce con de Poletti, ce con d'Abatte, ce con de Tilleux, eh bien l'intéressé pavoisait. Il savait que c'était la façon du bonhomme d'interpeller ses amis en termes pas trop joufflus, où l'amitié se faufila sans en faire des kilos. Villon et quelques autres lui avaient appris les vertus de l'antiphrase, de la litote, de l'euphémisme. De même, il arrive que des pions entendent encore nous faire la leçon en proférant « Vous qualifiez Brassens de poète » alors que lui-même récusait la flatteuse étiquette. Bien sûr qu'il récusait. S'il l'avait accepté, il se serait entassé le casque du pompier jusqu'aux épaules. Pas de ça, Lisette. Moi, je fais des chansonnettes. C'était sa pédale douce, son modérateur de vanité, son attendrisseur de louanges. Je vais vous faire une confidence. Georges n'était pas un imbécile. Et il avait parfaitement conscience d'écrire des textes nettement au-dessus de la moyenne de ceux-là qui avaient cours dans la chanson d'alors. Se décerner les lauriers du poète, ce n'était pas son affaire, mais la nôtre. Nous n'y avons pas failli. Quant aux pions, grand bien leur face, leur scepticisme est à leur taille. Dans le registre voisin, celui des musiques, Brassens expliquait souvent à ses interlocuteurs qu'elle se devait de demeurer en retrait par rapport au texte pour ne pas les gêner. Ben voyons. En fait, il savait très bien que ces mélodies se suffisaient à elles-mêmes, qu'elles possédaient des qualités propres à plaire aux oreilles délicatement tourlées. Quelques jazzmen américains, notamment, groupés autour de moustaches, se sont chargés de le rappeler aux sourds, aux béotiens et à ceux que notre ami Fallet appelait les oreilles de lavabo. Lui-même, Brassens, au tournant d'un refrain, a lancé tout à trac, tout aussi musicien que vous, tas de bruiteurs. Avec le temps, ces bruiteurs devinrent des connards au catalogue des anathèmes brasséniens. Au retour d'une soirée particulièrement triomphale à Bobino, si on le félicitait devant lui, si on se félicitait devant lui de son succès, Brassens, avec une mauvaise foi insigne, rétorquait « Oui, ce soir, il devait y avoir 10 connaisseurs dans la salle. Hier, il y en avait tout au plus 5. Je viens de parler de mauvaise foi, mais à culpa. En réalité, les soirs où la gloire avait mis les petits plats dans les grands, l'apparente mauvaise foi n'était que le travestissement de sa pudeur et de sa gêne. En bref, plus que n'importe qui, et à tout instant, Brassens était un personnage dont les propos devaient être entendus entre les lignes. Au demeurant, un homme normal qui préférait être aimé plutôt que détesté, fêté plutôt que flétri. Et cette plaque commémorative lui eût procuré un plaisir certain. Il aurait certainement remarqué, pour dissimuler son émotion, dommage qu'il n'ait pas pensé en installer une d'abord rue du Château, pour honorer Jacques Prévert, qui y demeura dans les années 20. Sa réserve ne l'a jamais trouvé sans biscuit. Eh oui, le brave Prévert a habité à 1 kilomètre d'ici,
En fait, deux des poètes les plus populaires et les plus importants du siècle ont vécu à des époques différentes, mais peu importe, dans le 14e arrondissement. Je ne sais pas s'il faut y voir quelques présages. Alors, cette plaque, pourquoi ici? Dans ce cul-de-sac? Pourquoi pas à 7? D'abord, Georges a beau y être né, c'est loin. Et puis, il y en a déjà une sur sa maison natale. 2 panonceaux sur le même immeuble, même à la gloire d'un grand homme, ça ne fait pas sérieux et on a eu l'air de bégayer. Pourquoi pas à la rue Santos-Dumont? Nous y avions songé, mais ça se goupillait mal. Au reste, il y a déjà un parc Brassens. Avec un panneau, nous restions dans une manière de pléonasme. En outre, pour être sympathique en diable, cette rue ne s'en situe pas moins obstinément dans le 15e. Or, c'est bien connu, le seul endroit au monde où l'on puisse vivre, c'est le 14e. Restait donc l'impasse, la maison de l'impasse Florimond. Les raisons ne manquent pas qui militent en faveur de ce qu'il faut bien appeler la solution florimontoise. D'abord, cette maison est désormais celle de Pierre Anténian, le fidèle écuyer. Georges la lui avait offerte dès lors que lui-même ne pouvait plus l'habiter. Gibraltar est au fond ce qui nous reste de vivant, de charnel, du prestigieux trio, maintenant que l'acteur principal et son inoxydable acolyte Pierre Nicolas ont tourné le coin. Mais je reconnais qu'il s'agirait plus là d'un stratagème et d'une commodité que d'une véritable raison. La raison majeure, la raison forte, la raison absolue, celle qui balaie tous les scepticismes, la voici. Ça, c'est pour le suspense. De tous les domiciles, de tous ces domiciles, c'est celui de l'impasse où Brassens a habité le plus longtemps. Il s'y était enraciné. Seul un sort grotesque l'en a chassé. Oui, lui aussi veut nous chasser, là. À 7 rue Henri Barbus, Georges n'a demeuré, si j'ose dire, que 19 ans. À Santos-Dumont, 13 ans à peine, hélas. Ici, à l'impasse, 22 ans, et dans la pleine force de l'âge. Brassens est venu s'installer dans le logis de Jeanne et de Marcel en avril 1944, quand il eut pris la décision de ne pas retourner en Allemagne après la permission que lui avait accordée le STO. En quelque sorte, ici, il entrait en dissidence. C'est ici, avant, mais surtout après la libération, que Georges est vraiment devenu Brassens. C'est à partir de l'impasse qu'il allait quotidiennement piller, c'est son mot, la bibliothèque du 14e arrondissement. Il a tout lu derrière ces murs. Les poètes, il l'a souvent rappelé, mais aussi les romanciers, les moralistes, les philosophes, anards et révolutionnaires de préférence, Proudhon, Bakounine, Kropotkin, sans oublier les humoristes et maîtres du nonsense, O. Henry, Mark Twain, Alphonse Allais, etc. Ah, l'humour, c'était un peu son royaume. C'était aussi une façon, bien à lui, de libérer son affection. Qu'on me permette une anecdote. Nous étions réunis une dizaine, il y en a encore quelques-uns qui sont ici d'ailleurs, rue Santos-Dumont, autour de la grande table en acier. On buvait, on mangeait, on plaisantait, on n'était pas triste. En bon amphitryon, Georges s'affairait autour de nous à servir et à faire circuler les plats sans prendre trop de part à la conversation. Celle-ci, en toute innocence, s'était ainsi dirigée sur la thématique de la connerie humaine. Il en résulta assez sec une belle unanimité. Tous les Français étaient des cons, excepté bien évidemment ceux qui se trouvaient autour de la table. Étant le seul étranger à bord, je me sentais quelque peu gêné par ses propos. Je me lançais dans le débat en soutenant que nous autres, Belges, à cheval sur 2 civilisations, latine et germanique, tiraillés entre 2 langues, situés au carrefour de plusieurs mentalités, nous étions peut-être gâtés de ce côté-là. Georges me coupa la parole et en même temps mes effets oratoires. Et vous là, les Belges, ne venez pas vous vanter. N'essayez pas de nous faire croire que vous avez plus de cons que nous, ça ne prendra pas. La table fit une embardée sous l'assaut des rires que les gestes entérinaient et les verres furent vidés de leur contenu comme promesse électorale en lendemain de scrutin. Ah, ce pluriel, vous les Belges. Je n'ai jamais été aussi nombreux autour d'une table. C'est donc ici, qu'il a poursuivi ses études, qu'il a fait son miel,
qu'il a découvert son Orient. C'est ici, concurremment, qu'il a écrit ses premiers poèmes flamboyants, idylles ou gaudrioles, de paix ou de révolte, qu'il a gratouillé sa première guitare et composé ses musiques tournées à l'ancienne, sur des cadences où le jazz n'est jamais très loin, qu'il a façonné son petit théâtre aux personnages bougrement humains, pittoresques et d'un indépendantisme farouche. La mauvaise réputation, c'est ici. Le gorille, ici encore. La chasse aux papillons, la mauvaise herbe, les bancs publics, Brave Margot, le mauvais sujet, tout ça a été ouvragé sous le toit du logis de l'Impasse. On peut être assuré que près de 100 chansons, j'aurais tendance à dire 100 chefs-d'œuvre, ont été peaufinées séants. Épinglons parmi les dernières qui ont vu le jour ici, dans l'eau de la Clairefontaine, le 22 septembre évidemment, La Supplique, Les copains d'abord. L'époque florimontoise de l'œuvre brassénien est une fameuse époque. C'est d'ici bien sûr qu'au début des années 50, Georges s'en alla proposer ses œuvres aux éditeurs, patrons de cabaret et autres gourous du métier. Il le faisait sans enthousiasme et sans trop d'illusions. Il était en avance sur l'époque, il le savait, il attendait son heure. Son heure, la voici. En 52, tiré par les amis, poussé par les parents, il va auditionner chez Patachou, qui par bonheur a aussi quelques saisons d'avance. En un tournement, c'est le succès, la gloire, les salles pleines, celles des cabarets d'abord, des music-halls ensuite. C'est à partir d'ici, dorénavant, que Brassens y rapportait sa bonne parole, entortillée de musique jolie, au bon peuple de Paris, de la France profonde, aux frangins de Bruxelles, aux cousins du Québec et de Suisse. Jusqu'en 52, bien qu'elle n'ait jamais été un taudis, la maison de Jeanne et de Marcel n'avait rien d'un 3 étoiles, ni même d'un pavillon de banlieue. C'était un logis fort rudimentaire qui se tenait prudemment à l'écart du siècle. Il n'y avait ni l'électricité, ni le gaz, ni le tout à l'égout, le téléphone, n'en parlons pas. Spartiate quoi, Maxime. Nous ne vivions pas réellement dans la pauvreté, dira-t-il un jour, mais dans une espèce de dénuement voulu qui finalement était assez riche. C'était une vie de bohème, en marge des modes et des grands événements. En marge des modes et des grands événements, ma parole, c'est un assez bon portrait de l'artiste par lui-même. Pas de danger dans cette cour que son las se mit à gonfler. Entre le confort et la cordialité, entre la cuisine équipée et l'affection, Georges n'a pas eu à faire son choix, il était fait depuis longtemps. L'Impasse lui apportait exactement ce qu'il voulait, des amis francs de collier, quelques chats, quelques chiens, une canne, une buse, un perroquet, un arbre chétif que la magie poétique éleva au rang d'un Apollon citarède forestier. C'est ici qu'en dégustant des pipes somptueuses, il a rencontré sa bonne étoile. Les premiers cachets apportèrent quelques commodités au pavillon. La réussite étant là, Brassens aurait pu s'offrir une demeure sublime en banlieue, un appartement au bois, quelques villas résidentielles, eh bien non. Il demeura ancré à l'Impasse, par fidélité à l'égard des hôtes, qu'il avait recueillis au temps où les eaux étaient basses, mais surtout parce qu'il s'y sentait parfaitement à l'aise, comme on se sent dans un pantalon de velours qui a déjà fait de l'usage. En 66, l'année où il reçut le prix de poésie de l'Académie française, Brassens prenait toujours ses ablutions matinales, vespérales et autres, dans une cuvette installée sur une chaise au milieu de la cour. Il y avait bien une douche à 2 pas, mais il est de notoriété publique qu'on n'a jamais pu la rendre fonctionnelle. Je ne raconte pas cela par souci de pittoresque, ni pour alimenter la légende, elle n'en a pas besoin, mais parce que j'estime qu'on retrouve là Georges Brassens tel qu'en lui-même. Les succès, les bravos ne l'avaient pas entamé, l'homme continuait de rester simple dans l'exercice du quotidien, l'Impasse convenait à cette sobriété. Soit dit en passant, c'est à ce bonhomme qui se débarbouillait dans un baquet qu'une conjuration de l'amitié proposa un fauteuil à l'Académie française. Brassens apprécia l'offre, mais ne se vit pas bicorne en tête, l'épée au côté, assis entre un maréchal et un monseigneur. Il découragea les promoteurs de l'idée avec élégance, traînait d'abord. En un mot commençant, c'est ici que la plaque avait sa place. Le projet était déjà dans l'air. Gibraltar en salivait de bonheur.
quand j'en ai touché un mot, pas plus, à Renaud, lors de notre première rencontre bruxelloise, la première de Germinal, le beau film de Claude Berry. Nous n'eûmes pas le temps de nous retourner que l'audit Renaud nous arrivait avec la plaque où il avait graffé l'effigie de Georges. Si cela vous plaît, nous a-t-il dit. Et comment que ça nous plaisait? À Pierre, à Maxime, le forestier, à moi, aux autres, ça ressemblait à Brassens, et par bonheur, pas un plat de nouilles sur un galvanomètre au mi-temps d'un garage. Enlever, c'est peser. Et voilà, on va inaugurer l'ex-voto entre la rue de Vanves et la rue Didot. Et puis, on trinquera avec le fantôme des lieux, chacun sa bonbonne et courage. C'est la petite nièce, Ève Cazzani, la petite nièce de Georges. Ève doit bien dévoiler quelque chose. Aujourd'hui, elle va dévoiler la plaque. Allez, montez, Ève.